et se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de ce jeudi 31 décembre 2020. Tout de suite les titres. Une personne est morte et 3 autres ont été blessés dans une attaque perpétrée ce mercredi par des hommes armés en commune Mugongomanga de la province Bujumbura. Contradiction dans les propos tenus par le président burundais en ce qui concerne les terres en litige de Nyabugete. Vous allez le suivre dans cette édition. La deuxième partie de cette édition est réservée à la rétrospective de l'année 2020 dans le domaine de la coopération entre le gouvernement du Burundi et la communauté internationale. Fabrice Ndimurukundo est à la cabine au son et Mestev Niyungeko assure la prise d'image. Tout de suite le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la page sécurité. Une personne est morte et 3 blessés. Tel est le bilan d'une attaque perpétrée ce mercredi soir par des hommes armés sur la sous-colline plutôt Ruhororo, commune Mugongomanga. Les victimes se rendaient à Bujumbura en provenance de la province Mwaro. Côté police, ils font savoir que les enquêtes sont en cours et que 2 des présumés assassins ont déjà été appréhendés. Le point avec Marie-Ange Irakoze. C'était vers 21h45 de ce mercredi sur la sous-colline Ruhororo en commune Mugongomanga qu'un groupe de 3 bandits non encore identifiés habillés en tenue civile attendit une embuscade contre un véhicule de marque Box portant immatriculation K0835A, à bord duquel il y avait 5 personnes. Les victimes se rendaient à Bujumbura en provenance de la province Mwaro. Selon les informations recueillies auprès des familles des victimes, Sibera Ndairagije, âgée de 27 ans, est morte sur le champ. Stéphane Nkurunziza, Mazami Zero et Melissa Munezero ont été blessés par balle. Par la suite, les victimes ont été évacuées vers l'hôpital d'Idjenda où elles sont en train d'être soignées. Ces informations sont confirmées par la police. 2 présumés assassins ont été appréhendés le matin de ce jeudi avec 2 armes, un sachet de médicaments et un bidon contenant 1 litre d'essence servant au nettoyage de ces armes saisies. Les enquêtes et les recherches continuent pour interpeller tous les autres suspects selon toujours les informations en provenance de la police. Merci Marie-Ange Irakoze. Toujours en parle sécurité, l'assassinat du chef adjoint de la colline Gishiha en commune Burambi de la province Rumonge serait lié au conflit existant entre lui et le chef de zone Maramzia. Les litiges fonciers seraient à l'origine de ce meurtre. Le point avec Emmanuel Ndaishimiye. Antoine Rucheke, ancien chef adjoint collinaire de Gishiha en commune Burambi, province Rumonge, s'était présenté mardi dernier comme témoin dans un litige lié à un conflit d'une parcelle. À ce moment, il y a une personne qui l'a menacé de mort, lui disant qu'il ne lui restait que peu de jours. Les habitants de la commune Burambi pointent du doigt le chef de zone Maramza, Primenda Isenga, qu'il serait derrière de cet assassinat. La victime était un témoin de l'une de 2 personnes en conflit. Il y a une autre personne qui lui a dit que dans 2 jours, il ne sera plus en vie. Cette personne s'adressait à Antoine Rucheke qui aurait été tué par Prime Ndaisenga. L'une des personnes en conflit a soudoyé Prime Ndaisenga pour que ce dernier emmène des policiers et des Imbonerakure pour le tuer. C'était pour que la victime ne témoigne plus. Autre chose évoquée par les habitants de la commune Burambi est qu'il y avait une mésentente entre le chef de zone Maramza, Primenda Isenga et la victime, car cette dernière l'empêchait d'amener des agents de service national de renseignement pour faire des fouilles et perquisitions. Il emmenait des agents du service national de renseignement de Bujumbura pour mener des fouilles. La victime lui demandait pourquoi il emmène ses agents alors qu'il ne trouve aucune arme. Elle lui demandait pourquoi il ne s'adressait pas aux agents du service national de renseignement de Burundi. Antoine Rucheke a été fusillé mardi dernier par des malfaiteurs. Nous avons essayé de joindre par téléphone Primenda Isenga, chef de zone Maramza, mais sans succès.
Merci Emmanuel Ndaïchimi. En page justice, ne pas punir les auteurs des crimes de viol, c'est détruire l'avenir de tout le pays. Propos du délégué général du mouvement de la jeunesse burundaise, Mijeb en sigle, au moment où les autorités du pays ne semblent pas préoccupées par ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Karen Inarukundo appelle les responsables des églises à prendre en main cette question. Suivez Karen Inarukundo, délégué général du mouvement Mijeb. Tout ce que l'on peut dire, c'est que nous trouvons déplorable le fait que le gouvernement du Burundi néglige ce crime de viol contre les femmes et les enfants. Ce cas-ci de ce révérien, un responsable Imbonerakure Ndongozi, c'est un exemple parmi d'autres cas nombreux partout dans le pays. C'est comme si ça devient une habitude dans notre pays. On dirait que pour le système CNDD-FDD, le viol n'est pas un crime. À voir la négligence qu'il manifeste, où le violeur est connu de la communauté, est connu de l'administration et même par le procureur, mais il est là, il reste en liberté sans rien craindre. Mais c'est très grave, ils sont en train de détruire la société. Demain, ces jeunes filles, ces jeunes enfants seront des femmes. Elles auront des difficultés, des problèmes de santé, problèmes mentaux, psychiques. Sûrement que leurs enfants, eux aussi, en hériteront. C'est pourquoi nous disons que si le gouvernement ne veut pas prendre ses responsabilités en protégeant une certaine partie de la population qui est la jeunesse féminine en particulier, visiblement prise pour cible de crimes de viol, nous lançons un appel aux religieux. Nous savons que leur part n'est pas moindre dans la société burundaise. Ils ont été toujours là pour la population. Nous les appelons donc à prendre ces situations particulières en main, en prêchant, en éduquant la population et les autorités, leur expliquant les conséquences néfastes qui peuvent être causées par ce crime de viol pour la victime, mais aussi dans la société, qu'ils le fassent pour l'intérêt de la nation. Cette réaction vient après qu'un prénommé révérien, responsable des Imbonerakure en zone Mivo de la commune et province Ngozi, ait violé une écolière de la 9e année il y a de cela un mois. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'a pas été inquiété par le procureur de la République en province Ngozi, qui avait été saisi pour suivre ce dossier. Rappelons qu'au Burundi, au moins 700 cas de viol sur mineurs ont été recensés de janvier à octobre 2020. Dans un instant, la page gouvernance. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. En page gouvernance, le président de la République, Évariste Ndaïchimi, ne cesse de se dédire plutôt. En effet, lors de la conférence publique qu'il a animée ce mercredi, il a juré que les terres de Niabouguété ont toujours appartenu à l'État. Pourtant, quand il était chef de cabinet civil à la présidence en 2016, il tenait un autre langage diamétralement opposé à son récent discours. N'est-ce pas, Éloge Divin Lemecha? Au cours de la conférence publique tenue ce mercredi par le président de la République, le chef de l'État a présenté sa position sur la question des terres de Niabouguété. Ces terres appartenant aux membres de l'association des propriétaires de parcelles, APPN en sigle, font actuellement l'objet des enquêtes ouvertes par la CNTB. Selon cette dernière, l'objectif serait de vérifier la domanialité des terres se trouvant dans cette localité. Les enquêtes ont laissé beaucoup d'inquiétudes au sein des membres de la PPN, car, ont-ils déclaré, ces terres leur ont toujours appartenu. Cependant, le numéro 1 burundais ne voit pas les choses de cet angle. À la question lui posée au cours de la conférence publique de ce mercredi, il semble déjà affirmer que ces terres constituent la propriété de l'État. Vous avez relevé la question des parcelles de Niabouguété. Moi, j'ai grandi à Bujumbura. J'y suis venu à l'âge de 15 ans. Je sais que là-bas, à Niabouguété, la Cogerco y cultivait du coton. L'État avait donné le droit à cette entreprise étatique pour exploiter ces terres. La Cogerco, quant à elle, a donné ces terres et des semences à la population. La population devait cultiver pour la Cogerco. C'est comme s'ils étaient des employés de cette entreprise. La réponse du président de la République, Évariste Ndaïchimi, entre en contradiction avec la correspondance qu'il avait lui-même adressée au ministre de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme en date du 28 avril 2016. À cette époque, Évariste Ndaïchimi occupait le poste de chef de cabinet civil à la présidence et réagissait à la lettre des propriétaires de parcelles de Niabouguété qui avait été expulsée en 1993 en faveur de la population venue de Kibenga, un quartier qui allait être viabilisé. Les propriétaires de ces parcelles
Bruxelles avait donc sollicité l'intervention du président de la République en 2016 en vue d'obtenir une indemnisation juste et équitable de la part du ministère de l'eau, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, conformément à l'ordonnance ministérielle qui établissait de nouveaux tarifs d'indemnisation. Ces propriétaires avaient été indemnisés conformément à l'ancienne loi d'avant le processus de leur indemnisation entamé en 2008. La nouvelle loi stipulait que l'indemnisation était fixée à 7500 francs burundais par mètre carré et ces propriétaires avaient reçu 2500 par mètre carré. La présidence de la République a donc exigé l'octroi de la partie restante de leurs frais d'indemnisation. Une question sur les propos du président Évariste Ndayishimiye se pose alors. L'État aurait accepté d'indemniser des gens qui occupaient ses propres terres. En tout cas, cela laisse penser que le président de la République ne maîtrise pas la question des terres de Niabouguété, car n'étant pas à mesure de différencier les propriétés qui appartenaient à la Cogerco et les terres appartenant aux membres de la PPN qui font actuellement objet des enquêtes de la CNTB. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci Éloge Divin Remécha. En page éducation, certains enseignants réunis au sein de la Fondation de logement pour enseignants FLE en sigle s'insurgent contre la mauvaise gestion de ce dernier perpétrée par leur conseil de gestion. Ces enseignants accusent surtout les responsables de cette fondation d'avoir changé les clauses relatives à leur pension sans les avoir consultés. Le point avec le vice. Au départ, le Fonds logement pour enseignants FLE en sigle, portait le nom de Fondation Logement pour enseignants. Il était prévu que chaque membre devrait avoir le droit de retirer l'argent épargné après 5 ans. Une période qui a été portée à 7 ans après consultation avec les membres, comme l'indiquent les informations en provenance des enseignants membres de la fondation. Selon toujours ces informations, depuis que cette fondation est sous l'autorité du COSESONA, sa gestion s'est détériorée au fil du temps, jusqu'au point où la commission de gestion s'est arrogé le droit de prendre des décisions sans consulter les membres. En plus de cela, poursuivent ces enseignants, cette commission de gestion n'a pas été choisie par les membres comme à l'accoutumée. La seule option laissée aux personnes qui n'apprécient pas la gestion de la fondation était donc de quitter la fondation avec la possibilité de retirer leur argent déjà épargné. Cela a été également confirmé par la présidence du COSESONA à la fin de l'année 2019. Cependant, les représentants de la COSESONA n'ont pas honoré ces engagements car les personnes qui voulaient renoncer à la FLE n'ont pas eu le droit à leur argent. À tous les coups, ces responsables disaient que l'argent épargné ne peut être retiré qu'une fois que les requérants seront à la retraite. De plus, ces enseignants indiquent que la loi régissant la Fondation Logement pour enseignants donne droit aux membres à un crédit. Pourtant, ces enseignants dénoncent le favoritisme et la corruption dans l'octroi des crédits. Les enseignants indiquent qu'ils veulent se retirer de la Fondation à cause de la mauvaise gestion qui s'y manifeste. Le matin de ce mardi, un groupe d'enseignants, membres de la Fondation de logement pour les enseignants de différentes provinces du Burundi, ont décidé de faire un sit-in au siège de FLE en vue d'obtenir gain de cause. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les dirigeants de la COSESONA pour de plus amples éclaircissements. Merci Clovis Nyonzima. Nous apprenons à cet instant la libération des 3 membres du groupe de chanteurs Ingombozi. Ils étaient tous des militants parti CNL. Depuis ce jeudi, ils sont libres et ils vont pouvoir célébrer les fêtes de fin d'année dans leur famille. Place maintenant à la rétrospective. La coopération entre le gouvernement du Burundi et la communauté internationale s'est beaucoup améliorée depuis la prise de pouvoir par Évariste Ndayishimiye, selon certains analystes. Dans notre série d'émissions sur ce qui a marqué l'année 2020, aujourd'hui nous parlons de la coopération entre la communauté internationale et le pouvoir de Gitega. Émile Nibassumba. L'année 2020 touche à sa fin. Le Burundi est toujours sous sanction de l'Union européenne. Le mandat de la commission d'enquête sur le Burundi a été renouvelé d'une année en septembre. C'est au cours de la même année que la francophonie a levé les sanctions contre le pays. Le 4 novembre, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé le 4 décembre la cessation des rapports périodiques sur le Burundi. Bref, la coopération entre le gouvernement du Burundi et la communauté internationale a connu des hauts et des bas. Aujourd'hui, nous revenons sur cette période d'une année dans le secteur de la coopération qui a beaucoup bougé, surtout après la prise du pouvoir d'Évariste Ndayishimiye.
Tarsis Nakibirora du MAP Burundi et Armel Nyongere de la CAT Burundi sont deux invités de cette émission présentée par Emile Niwasumba. Soyez des nôtres. Albert Shingiro, l'actuel ministre des Affaires étrangères, souligne qu'il a fourni beaucoup d'efforts quand il représentait le Burundi au Conseil de sécurité de l'ONU pour que le pays soit retiré de l'agenda périodique de ce Conseil. Il s'exprimait dans l'émission Mosaïque de la radio Isanganiro. C'était le 12 décembre dernier. Nous pensons que la présence des Nations Unies à caractère politique n'est plus opportune. Donc maintenant, nous avons besoin d'une présence à caractère socio-économique pour accompagner le gouvernement du Burundi, par exemple, à mettre en œuvre le plan national de développement, les grandes priorités du président de la République, les 6 grandes priorités du président, qui sont quand même citées dans la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité. Donc ce long voyage, c'est un voyage sur le plan de développement socio-économique. C'est ça qui est très nécessaire pour la population burundaise, pour que chaque ménage ait quelque chose, ou chaque Burundais ait de l'argent dans sa poche, de la nourriture à manger. Vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi, les bonnes nouvelles tombent en cascade. Donc cette décision du Conseil de sécurité tombe quelques semaines après celle de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui a aussi décidé de façon souveraine de lever les sanctions qui avaient été prises pratiquement à partir de 2015. Donc cette décision de lever les sanctions de l'OIF, et puis un mois plus tard, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil a en effet prié le secrétaire général de cesser de faire rapport périodiquement sur la situation au Burundi. La situation dans le pays sera désormais couverte dans le cadre des rapports réguliers du secrétaire général sur la région des Grands Lacs et l'Afrique centrale, survenue au lendemain de celle de fermeture du bureau du secrétaire général au Burundi par le gouvernement. Cette décision du Conseil de sécurité est interprétée comme une avancée significative qu'a faite le pouvoir de Gitega dans la bataille diplomatique. Est-ce que ça signifie que le pouvoir d'Évariste Ndayishimiye devient de plus en plus fort, avec des arguments plus convaincant que la société civile? Non, répond Armel Nyongere, président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Non, pas du tout. Les différents rapports des organisations de la société civile ne sont pas pris à la légère par la communauté internationale. Là, je donnerai un simple exemple de renouvellement du mandat de la commission d'enquête sur le Burundi par le Conseil des droits de l'homme, et c'était au mois de septembre dernier. Et cela a démontré que la communauté internationale a voulu continuer de suivre de près la situation des droits de l'homme et via le monitoring international, parce que la situation ne s'améliore pas. C'était aussi une demande de la société civile en se basant sur nos rapports réguliers de la situation des droits de l'homme, où nous avons demandé le renouvellement du mandat de la commission d'enquête sur le Burundi, parce qu'on a démontré qu'il n'y a aucune amélioration par rapport à la situation des droits de l'homme, qu'il n'y a aucun mécanisme indépendant pour diligenter, pour faire le monitoring des violations des droits de l'homme au Burundi. Le président de la CAT Burundi donne son interprétation face au nouveau développement dans le secteur de la coopération entre la communauté internationale et le gouvernement du Burundi. Il qualifie les propos d'Albert Shingiro de discours politique. Et concernant le retrait du Burundi sur l'agenda du Conseil de sécurité, Sora a voulu mettre un terme au briefing régulier sur le Burundi parce que ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. Là, je pourrais donner un exemple. Rappelez-vous de la résolution 228 de ce même Conseil qui n'a pas été exécutée malgré que le Burundi était sur l'agenda. Et dans la communication, le communiqué que le président du Conseil a publié, on n'a pas dit qu'il y avait des progrès dans le domaine des droits de l'homme. Et je pense plutôt qu'ils ont voulu donner la chance aux autorités burundaises à coopérer avec l'ONU et relever un certain nombre de défis, notamment en matière de droits de l'homme. Et c'est pour cela que le Burundi est retiré sur l'agenda périodique, mais pas totalement sur l'agenda. hanyuma mwaciye muvuga rero n'ibijyanye n'imigenderanire
Ce mercredi, au cours d'une conférence publique, le président de la République a indiqué que les négociations entre le Burundi et l'Union européenne vont bon train. L'objectif est d'aboutir à la levée des sanctions liées à l'exigence de respecter les droits de l'homme et la promotion d'un état de droit. Le président Evariste Ndayishimiye semblait ne pas comprendre ce qui doute encore. Il y a des choses que le président cache au public, selon le conseiller principal chargé des questions diplomatiques au mouvement des actions patriotiques, Tarsis Nhakiwirora. Le président de la République ne peut pas ne pas se féliciter du pas franchi et surtout d'avoir la confirmation que son gouvernement est de nouveau fréquentable. Parce que depuis avril 2015 jusqu'à maintenant, au mois de décembre, il n'avait reçu que peut-être l'un ou l'autre, notamment le représentant de l'Union africaine, plutôt l'Union européenne tout seul. Mais cette fois-ci, le représentant de l'Union européenne était accompagné des représentants au niveau bilatéral de chacun des pays qui sont présents au Burundi. Très bien, excellent. Une très belle photo d'Andare Rushatsi, c'est très bien. Mais ce que les gens doivent savoir, quand l'équipe de diplomates est allée à Andare Rushatsi, ils ne sont pas allés faire juste une bonne pause avec le chef de l'État et le féliciter, etc. Mais ils sont partis avec un cahier de charge. Effectivement, le président a raison de dire que les pourparlers sont rendus à un niveau élevé. Mais les diplomates étaient partis avec un cahier de charge qu'ils ont laissé au président en disant mais nous sommes prêts à revoir les sanctions imposées à votre pays en respect de l'article 96 de l'accord de Cotonou, pourvu que vous montriez pour plus de progrès et ils ont fait toute une liste de choses à faire. Ce n'est pas par hasard que quelques jours après, on a entendu le gouvernement de Gitega faire la grâce présidentielle et relâcher des journalistes, et puis grâce présidentielle relâcher des centaines de prisonniers d'opinion dont la plupart avaient été emprisonnés suite à leur démarche de marche et manifestation contre le troisième mandat en avril et mai 2015, ça faisait partie du cahier des charges. Et demain, le 31 décembre, ne vous étonnez pas d'entendre d'autres mesures annoncées par le président de la République, juste pour montrer qu'il tient bien la barre, mais tout ça fait partie des conditions qui ont été imposées au gouvernement. Je vous rappelle que vous suivez l'émission qui vous parle d'une année de coopération entre le Burundi et la communauté internationale au cours de l'année 2020. Tarsis Nhakiwirora, ce haut cadre du mouvement politique de l'opposition MAP Burundi, qui a également travaillé pendant plus de 20 ans au sein du ministère des Relations extérieures de la République du Burundi, adresse quelques recommandations aux dirigeants actuels pour être en bon terme avec le reste du monde l'année prochaine. Le rétablissement de bonnes relations, de bon voisinage avec 4 pays, le Rwanda, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et la Tanzanie. Le président de la République doit être probablement mal inspiré par certains conseillers qui lui demandent, par exemple, d'aller rencontrer le président de Guinée équatoriale, des milliers de kilomètres du Burundi, aller à Libreville rencontrer les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dont certains sont aussi éloignés que Cameroun, le Congo, le Brésil, etc. Et négliger vraiment le rétablissement des bonnes relations avec le Rwanda, par exemple, de tourner la tête quand les Burundais qui sont réfugiés dans des camps de réfugiés en Tanzanie sont en train d'être approuvés, d'être
certains mutilés, d'autres violés, etc. Que cela ne doit pas se passer. Qu'on n'embarque pas ces pauvres réfugiés malgré eux pour venir se faire de nouveau voir leurs droits bafoués. Il y a des choses comme ça que je souhaiterais que ce pays fasse. Nous avons parlé des organisations internationales, mais il est très important de soigner l'affaire des relations bilatérales. Je souhaite donc cette normalisation. Mais je souhaite aussi que le gouvernement de Gitega suive le bon exemple des autres pays qui ont quitté des périodes d'instabilité, de guerre, etc., et qui ont cherché à rassembler toutes les forces possibles et imaginables et exploiter sa diaspora. C'est par ces recommandations d'ambassadeur Tarsis Nakibirora, chargé des relations diplomatiques au Burundi, que nous mettons un point final à cette émission qui parlait d'une année de coopération entre le Burundi et la communauté internationale. Au micro, c'était Emile Nibasumba. Meilleurs vœux pour l'année 2021. Au revoir. Merci Emile Nibasumba. Et voilà, c'est ici la fin de cette édition qui clôture l'année 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Excellente soirée et meilleurs vœux pour l'année 2021. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ce toujours au pays à travers une information de qualité.